Autrefois, vous seriez levé. Vous se levez toujours autrefois quand j'entrais dans ma vie antérieure. Je vous aurais dévisagé d'un large regard semi-circulaire et je vous aurais dit « Asseyez-vous ». Et dans votre tête, chacun d'entre vous, vous auriez applaudi dans un respectueux silence en pensant « Dieu est arrivé ». Autrefois, tout le monde était croyant, cela facilitait les choses. Du moins, je l'imaginais. Alors ce soir, vous êtes venu au théâtre. Peut-être parce qu'il n'y avait rien à la télé. Pour faire plaisir à votre femme, invité par des amis, votre patron, le comité d'entreprise. Ou peut-être parce que vous avez reçu des places. Gratuites. Mais non. Mais non, je sais très bien pourquoi vous êtes venu au théâtre. Bon, je vous le demande ce soir, comme je le demande tous les autres soirs. Je sais parfaitement bien que vous n'êtes pas venu au théâtre pour le théâtre. Non. Vous êtes venu voir un monstre. Vous êtes venu voir le monstre. Jadis, on m'aurait exposé sur les places publiques, enchaîné. On m'aurait exhibé, offert à la vindicte populaire, dans une cage de fer, avec un écriteau « Cet homme est un monstre ». Quand j'étais condamné, au début de la condamnation, je butais sur le mot « monstre ». Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas le prononcer. Il me faisait horreur. J'en avais honte. Je savais ce que j'avais fait. J'en assumais les conséquences. J'acceptais la prison, l'isolement, les insultes, les moqueries, mais le mot « non ». C'était plus fort que moi. Que l'on me regarde comme une bête en cage, oui. Comme un monstre, non. Aujourd'hui, avec le temps et dans mes nouvelles fonctions, je n'ai plus ni honte ni horreur du mot. Alors je le dis haut et clair, ce n'est pas au théâtre que vous êtes venu. Non, vous êtes venu voir un monstre. Vous êtes venu voir le monstre. Alors voilà, contemplez le monstre, contemplez le prof. Durant des années abominables, interminables années de mon autre vie, je me suis réveillé tous les matins avec une barre dans la poitrine. Une phrase. Je commençais chaque journée de ma vie de prof en me répétant « Les élèves sont comme des animaux. Ils agissent non par intelligence, mais par instinct. » Car c'est en classe, surtout en classe, que ça se remarque, l'instinct. Chaque matin, je poussais la sonnerie du réveil. Je devinais à travers mes rideaux s'il faisait soleil ou ciel gris. Je pensais à ma journée. Et je pensais à eux. Et aussitôt la phrase. Les élèves sont comme des animaux. Ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Au fil des années, l'angoisse a surgi de plus en plus tôt. Vous me direz que je n'ai pas une tête d'angoissé? C'est vrai. Et pourtant, avant d'ouvrir les yeux, en même temps que la sonnerie du réveil, la phrase faisait corps avec moi, nourrie de mon sang et de mes idées, elle s'imposait à moi, comme une sorte d'excuse, d'indulgence préalable, comme une drogue, un stimulant, un remède, que l'on avale chaque matin pour les affronter, eux. Les élèves sont comme des animaux, ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Ça vous choque? Un jour, pour tenter d'en délivrer, je lui ai donné comme sujet de dissertation cette phrase. Ah, mais il y a eu des réactions. Ils n'étaient pas contents, les parents, que l'on prenne leur petit Patrick ou leur petite Chantal pour un animal. Il y a même un père qui a voulu me casser la figure. Je lui ai dit, mais monsieur, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a des serpents et des scorpions. Mais il y a aussi des poneys et des gazelles. Elle est pas mal, votre petite Chantal en gazelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, si je suis devant vous ce soir, dans ce théâtre, c'est à cause de cette phrase. À cause de ma vie d'autrefois. À cause d'un certain 17 février. Cette année-là, dès le premier jour en entrant, j'ai su. J'ai su cette année-là, comme si j'avais enfin compris mon erreur de parcours, qu'un jour je tournerais la page de ma vie de prof comme on tourne la dernière page d'un cahier de brouillon. Il y a des signes qui ne trompent jamais. Les hirondelles qui volent bas. Un chat qui se passe la patte sur l'oreille. Un chien qui aboie à la lune. Le public qui tousse. Ça, au théâtre, c'est un signe. Un signe d'ennui.
En classe, le signe, c'est le tassement. Si le corps des élèves forme avec le pupitre un angle allant de 80 à 90 degrés, ça va. Ça signifie espoir de travail. Mais si les poitrines s'affaissent jusqu'à réduire l'angle à moins de 40 degrés, alors là c'est comme dans les pays volcaniques. Du suicide de rester à la maison quand les animaux s'enfuient dans la forêt voisine. La terre va trembler. Il ne faut jamais aller contre la nature. Et les élèves sont très proches de la nature. Ils agissent par instinct. Comme des bêtes. Oui, je sais, je vous scandalise. Oui. Vous vous dites, comme tous les parents, hein, mes enfants ne sont pas des animaux. Très bien. Ce sont toujours ceux des voisins. Bref. Cette année-là, dès le premier jour en entrant, je vous jure que j'ai compris. J'ai vu leurs jeans et leurs baskets, leurs fesses en équilibre précaire sur le bord des chaises, leurs torses affalés, leurs yeux vides, leurs regards morts. Une classe de terminale, dans un établissement pudiquement nommé Sensible. Comme chaque premier jour d'une nouvelle année, je leur ai posé la question. Qu'est-ce que cela veut dire être professeur de littérature? Autrefois, quand j'ai commencé ce métier, cette question-là, je ne la posais même pas. Je n'imaginais même pas qu'elle puisse poser. Et paradoxalement, j'avais la réponse. Et puis en vieillissant, de réforme en réforme, j'ai continué à me poser la question et je n'avais plus la réponse. Un jour, un élève m'a dit « De toute façon, monsieur, il y a des choses plus importantes !» Il avait raison. Il y a Martine, ma femme, et Marie, ma fille. Martine, ma femme, qui partait tous les matins en chantant avec Janvier. Et puis elle a laissé pour compte dans la rue, dans le métro, sur le seuil des églises. Les stades de football qui tuent, les enfants qui sautent sur les mines antipersonnelles, la forêt d'Amazonie. Ah ça, alors ça c'est très important, la forêt d'Amazonie. Mais la vie d'un prof. Et d'un prof de littérature, qui plus est. Pourtant, j'avais posé la question dès la porte, avant même qu'il ne se lève. D'ailleurs, il ne se serait pas levé. Plus personne ne se levait pour l'arrivée d'un prof. Qu'est-ce que cela veut dire, être professeur de littérature ? Ils me regardaient avec leurs grands yeux, vides et avides. Avides de tranquillité, oui. Avides que je leur foute la paix. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce que cela veut dire être professeur de littérature ? J'ai attendu un peu. J'ai déposé mon cartable à côté du bureau. J'ai répété. Qu'est-ce que cela veut dire être professeur de littérature ? Ça, c'est un truc. Si certains d'entre vous font des études pour devenir prof, qu'ils retiennent bien ça. Posez 2 fois la question toujours. Ça fait gagner quelques secondes. Ça allonge. Oui, vous direz c'est insignifiant. Oui, peut-être. Mais si vous faites ça à chaque question que vous posez, eh bien, sans en avoir l'air, à la fin de l'année, vous avez économisé quelques journées pendant lesquelles vous n'avez rien fait. C'est ça le secret du métier. Faire semblant et sans effort. 2 fois la question. Pas 3. Non, 3, ça énerve l'élève. Il croit qu'on attend une réponse, qu'on va l'obliger à penser. Et ça, l'élève n'aime pas. Penser, c'est contraire à l'instinct. Vous me trouvez immoral. Mais je sais très bien que je vous scandalise. Mais vous savez, tout le monde fait ça. Même les plus grands. Même au théâtre. Même Molière. Si. Tenez, par exemple, prenez la barre. Vous vous rappelez ? Lorsqu'Harpagon découvre qu'on lui a volé sa cassette. Au voleur 2 fois. Au meurtrier, à l'assassin, encore 2 fois. Justice, juste ciel, même jeu. Je suis perdu, je me suis assassiné. Encore 2 fois.
Les spécialistes en psychanalyse vous diront que c'est pour susciter le sentiment, émouvoir le spectateur, pour le faire participer à la détresse du personnage. Foutaise. Faut tenir 1h30, c'est tout. Et Scapin, alors là c'est le bouquet. Vous vous rappelez la scène lorsque Scapin extorque de l'argent à Géronte en lui faisant croire que son fils a été kidnappé et embarqué sur une galère turque. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Mais monsieur, ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire? Mais monsieur, mais que diable? Mais monsieur, mais... 7 fois, Géronte répète, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Non, 2 fois c'est la sagesse. Jusque-là, personne n'ose répondre. Et heureusement, sinon tout mon petit numéro serait par terre. La réponse à la question. La mise en scène veut que ce soit moi, le prof, qui la donne. Et toujours la même. Sinon les redoublants seraient perturbés. Celle que j'ai écrite, pensée, rédigée année après année. Celle que je joue, que je déclame devant le tableau noir, tel un acteur respirant l'odeur de la craie fraîche le premier jour de la rentrée. Être professeur de littérature, c'est vivre la situation la plus absurde qui soit. C'est faire d'un objet de plaisir un objet d'étude. Et je souris. Je souris, parce que je sais très bien ce qu'ils pensent. La littérature? Un plaisir? Mon cul, ouais. Mais pas un ne bouge. Pas un n'ose contester. Incapables d'exprimer leur opposition en termes compréhensibles, ils se taisent et ils se tassent. Mon petit numéro ne rate jamais. Chaque année, mon entrée en scène est réussie. Eh oui, c'est ça être prof. Savoir jouer le mieux possible, savoir se mettre en scène, si l'on ne veut pas se faire zapper. Vous qui veniez peut-être pour rigoler, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire pleurer. Donc, ce matin-là, ce 17 février, le jour anniversaire de la mort de Molière. Ce matin-là, j'ai bien ouvert mon cartable. Mais je n'ai pas sorti le petit classique Larousse pour analyser la scène 2 de l'acte 1 du Misanthrope. Non. Ce matin-là, en embrassant Martine et Marie, je savais que mon calvaire touchait à sa fin. Que ma vie de brouillon était sur le point de s'achever, qu'il n'y aurait plus ni Racine, ni Corneille, ni yeux vides, ni regard mort. Ma vie de prof s'est arrêtée ce matin-là, à la scène 2 de l'acte 1 du Misanthrope. Et maintenant? Ah, maintenant je m'amuse. Mon nom est porté en grand sur les affiches. Ma photo s'étale dans tous les journaux. Je le fais détourner à travers tout le pays, même à l'étranger, les hôtels les plus somptueux, les théâtres les plus réputés, et sans parler du cachet. Ce que je gagnais autrefois en un mois quand j'étais prof. Maintenant, je le gagne en une soirée. Plus les droits d'auteur, parce que c'est ma vie que je raconte. Et ce n'est pas la fin du mois que l'on me paie. C'est avant le lever de rideau. Pas de fric, pas de spectacle. Vous imaginez un prof qui dirait « Pas de fric, pas de cours ». Ok, d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas assez nombreux pour que je me pèse ce soir, donc... Noir, c'est bon, on arrête. Non, c'est bon, là, ça va. Non, ça va. Je sais, c'est un week-end prolongé, ça et tout, mais vous m'aviez prévenu, mais bon, quand même, c'est un peu... Ils partent pas. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Ah, tiens, mon père disait, mon pauvre papa, il me disait, enseigner petit, c'est le plus beau métier du monde. C'était un petit cultivateur, mon père. Quelques bêtes et quelques hectares. C'est lui qui m'a appris la mesure des superficies. Moi, à l'école, les mètres carrés, les arts, les hectares, je sais pas vous, mais moi... Alors, un dimanche matin, il m'a dit « Saute du lit, enfile tes bottes, on va se balader. » On est parti à travers la campagne. Arrivé dans un champ, il a pris un morceau de bois mort qu'il a planté dans le sol.
Il m'a dit, on avance. On a marché, silencieusement. À un moment donné, il m'a dit, tourne à gauche. Je me demandais où il voulait en venir. J'étais petit, je commençais à me sentir des crampes dans les mollets. On a encore tourné 2 fois à gauche pour se retrouver devant le morceau de bois mort qu'il avait planté dans le sol. Il m'a dit, tu vois petit, ça, c'est un hectare. Si tu veux savoir ce que c'est qu'un art, divise ta fatigue par 100. Quand on est rentré à la maison, il m'a donné une pomme. Il m'a dit, ça c'est le goût de l'hectare. Alors mange lentement si tu veux arriver au bout de l'hectare. Puis parfois à l'école, il y avait des gamins qui se moquaient de moi. Ils m'appelaient le fils du cutéreux. Je voyais pas ce qu'il voulait dire. Je comprenais pas ce qu'il reprochait au cul de mon père. Quand je lui ai demandé l'explication, il m'a dit, ce sont des imbéciles. Ils pensent que la terre est sale. Mais c'est pas vrai. La terre n'est pas sale. C'est la chose la plus propre du monde. La plus douce. Tu te rappelles de la saveur de l'hectare? Pourtant, il n'a jamais voulu que je reprenne la ferme. Ça aurait peut-être mieux valu. À mes 9 ans, il m'a amené en pension. En me conduisant, il m'a dit, tu vois, petit, toi, tu as de la chance. Moi, je sais à peine écrire. Lire, ça va. Mais écrire, toi, tu sauras. Toi, tu seras pas un cutéreux. C'est émouvant. Ouais, j'aime bien raconter cette histoire avec un peu de poésie. Non, même si je raconte la même chose tous les soirs. Non, mais c'est mon metteur en scène qui veut qu'on fasse ça. Il trouve ça plus romantique. Mais si vous voulez, j'ai des mouchoirs dans mon cartable. Non? Bon, ça va alors, je continue. 2 ans plus tard, j'entre en 6e. C'est le coup de foudre. Ce matin-là, je sais que l'enfance est terminée. Ça y est, je suis un grand. Un petit chez les grands, mais un grand quand même. Ma mère, elle m'a acheté des nouvelles chaussures marron. Elles me font un peu mal aux pieds, mais j'ose rien dire, elles sont si belles. Et dans ma poche, j'ai des cigarettes. Oh, on est grand, on l'est pas, hein. Monsieur Gardon arrive. Mon premier maître de latin et grec. Il doit avoir 10 000 ans. Moi, 11. Des cheveux très blancs, une peau très lisse, impeccablement rasée et des yeux qui respirent la terre. Nous, on est debout à côté de nos bancs. Monsieur Gardon ferme la porte. Il s'avance vers son bureau au milieu devant le tableau noir, pose son cartable, nous dévisage d'un large regard semi-circulaire et nous dit comme un hôte à ses invités: asseyez-vous. Il sourit. Moi, sur mon pupitre, j'ai préparé mon cahier. J'attends le premier mot latin que Monsieur Gardon va écrire à la craie blanche. Monsieur Gardon, avec des gestes mesurés, s'approche d'une petite armoire en bois verni et lourde, avec une petite clé attachée à son trousseau, comme s'il était à la découverte d'un grand trésor. Et là, sur les planches, j'aperçois une légion de livres de toutes les couleurs. Monsieur Gardon en saisit un. Couverture rouge, lettre d'or. Il ouvre à la première page, respire profondément et lit. Chante, déesse, la colère du fils de Pélée, Achille. Colère funeste qui fut pour les Achéens la cause de 1000 douleurs.
Colère qui précipita aux enfers, quantité d'âme forte des héros. Colère qui fit du corps de ces héros la proie des chiens et des rapaces du ciel, afin que s'accomplît la volonté de Zeus. Commence, Dès, le jour où une querelle opposa Agamemnon, protecteur de son peuple, au divin Achille. Monsieur Gardon s'arrête alors. Il me fixe droit dans les yeux, parce que je suis au premier rang. Il me montre du doigt, comme s'il attendait de moi une réponse, ou comme s'il avait déjà lu en moi un avenir quelconque. Quel dieu en cette querelle les précipita l'un contre l'autre? Moi, je demeure immobile, la bouche ouverte. Monsieur Gardon reprend alors, levant le bras au ciel. Apollon! Apollon, le fils de Létos et de Zeus, c'est lui qui héritait contre le roi, envoya dans l'armée un mal pernicieux dont les troupes mouraient, et ceci parce que Chrysès, le prêtre, avait été outragé par Agamemnon. Waouh! Dans la classe, on n'entend plus un murmure, plus un pouce ne bouge, plus une lèvre, plus un cil. Nous sommes sur une autre planète. Moi, je n'ai jamais été présenté à Achille. Je ne sais pas qui est Agamemnon. Mais ces noms résonnent dans ma tête comme quand à l'orchestre, une salve de trompette vient fendre le flot régulier des violoncelles. Apollon et Zeus scintillent devant mes yeux comme deux cymbales. Je les vois traversant l'espace céleste comme des rayons dorés à la vitesse de flèches enchantées. Je suis envoûté. Je viens de découvrir l'Iliade, et à travers l'Iliade, la magie des récits. Je sais ce jour-là que moi aussi, plus tard, je raconterai des histoires aux enfants, que je leur parlerai de Zeus et d'Agamemnon, que je serai un seigneur, comme Monsieur Gardon, un maître à penser pour des adolescents avides d'apprendre. Des conneries tout ça! Des conneries tout ça! C'est des conneries tout ça. Des conneries tout ça. Hurlait un jour Guillaume, un élève de cette terminale sensible. Alors moi ce jour-là, Excusez-moi, Monsieur Gardon est mort aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a bien longtemps. Mais vous avez bien de la chance. Quoi? Si je regrette de m'être embarqué dans cette galère? Je sais pas. Vous connaissez pas, vous, un boulanger qui regrette au moins une fois dans sa vie d'être obligé de se lever à 3 h du matin? Une infirmière, heureuse de rentrer dans la chambre du vieux maniaque qui lui caresse toujours les cuisses? Ouais, non, c'est comme ça. Ce sont des vocations. Prof aussi. Mais prof, c'est particulier. Rien que dans l'appellation. Si moi, aujourd'hui, je vous demande « Que faites-vous dans la vie ?» Il n'y a plus personne qui répond « Professeur ». Non. Non, aujourd'hui, on dit « Je suis enseignant » ou « Je suis dans l'enseignement ». C'est un cas unique. Personne ne dit « Je suis boulanger ou infirmier ». C'est un cas unique. Le mot « professeur » a disparu. Des 3 syllabes, il n'en reste plus qu'une. Prof. Un peu comme le mot flic. Et pire encore, parce que le flic n'est pas la réduction du mot policier. Non, le policier, le gendarme, a droit à un mot nouveau, un mot entier, flic. Le prof, non. Le prof, ce n'est plus un être humain. On lui a pris son nom. On l'a châtré. Pour mon père, dans le village, il y avait le maire, le curé et l'instituteur. Le dieu de la cité, le dieu des âmes et le dieu des esprits. Eh bien aujourd'hui, les hommes, ils ont détruit leur dieu. Ils ont brûlé leur cité. Ils ont vendu leur âme. Ils ont perdu l'esprit. Ça aussi, j'ai donné comme sujet de dissertation. C'était le matin que c'était compliqué. Se réveiller tous les jours avec cette barre dans la poitrine. Hein.
Il se demandait pourquoi. Pourquoi? Raymond, un collègue prof de maths, me disait toujours « Tu prends ça trop à cœur, ça va te crever. Je sais pas moi, fous-les au parking. » C'était son mot à Raymond. Ça m'étonne. Les mettre au parking. Évidemment, quand on est professeur de mathématiques, c'est beaucoup plus simple. Il entrait en classe, inscrivait un exercice au tableau, un long problème qui prendrait toute l'heure, et leur disait « Vous silence, vous travaillez, sinon moi, crac !» Les élèves, me disait-il, c'est comme des belles mécaniques. Si tu les heurtes pas, elles tournent toutes seules. Tu vas les chercher, tu enclenches le moteur, tu laisses tourner, tu reviens une heure plus tard, t'es fou au parking, et elles tournent toujours. Mais attention, si tu veux pas risquer le dérapage, elle va savoir qu'au premier court-circuit, c'est la casse. Comme ça, toi, t'as la paix. Mais moi, j'ai jamais pu. C'était pas dans mon caractère. Rester là, les regarder faire semblant. Parce qu'il faut pas croire qu'ils vont vraiment se mettre à travailler. Moi, ça me rendait fou. Ça me déprimait. Ça, j'en ai connu des déprimés. Josiane, professeur de philosophie. Un comprimé le matin avant d'entrer en cours, un à midi et le soir une piqûre. Marie-Claire, 33 ans, professeur de latin. 3 cures de sommeil et 3 séjours en clinique psychiatrique. Et Marcel, ce brave Marcel, quand je l'ai rencontré, 55 ans peut-être, professeur d'histoire géo. Lui, dans sa jeunesse, les psys n'étaient pas à la mode. Résultat, ulcère de l'estomac. Et je ne vous parle pas de Raoul, Roger, Jean-Louis et tous les autres. Eux, c'est le foie. Vous voyez ce que je veux dire? Le café là en face. Ah ça, il vit bien le café là en face. Et moi, entre l'apéritif de 11h et le parking de Raymond, j'ai jamais pu choisir. Je déroulais ma vie de professeur de littérature avec ma barre dans la poitrine entre Racine et Corneille. La tragédie en 5 actes. Martine, ma femme, elle partait tous les matins en chantant. Faut vous dire que c'est son métier, chanter. Dans les chœurs de l'opéra. Martine a une voix superbe. Une voix d'alto. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore les voix d'alto. C'est grave et chaud en même temps. Beaucoup plus qu'une voix de soprano. Hein. Non, les voix de soprano, je ne dis pas que je n'aime pas. Il en faut. Mais une voix de soprano, c'est beaucoup plus banal. Une voix de soprano, c'est comme la lame d'un long couteau. Tandis qu'une voix d'alto, une voix d'alto, c'est comme une dame blanche. De la glace vanille bien froide, recouverte de chocolat chaud. Une pêche dont la peau vous chatouille le palais, mais qui vous surprend par son sucre. Une voix d'alto, c'est la sensualité à l'état pur. C'est à cause de sa voix que j'ai épousé Martine. Et aussi, parce que quand je lui ai dit que j'étais prof, elle a pari. C'était compliqué quand même. La voir partir en répétition et revenir les soirs de représentation avec encore un peu de maquillage autour des paupières, de la musique plein la tête, la Valkyrie, Carmen, heureuse. Moi, le matin, quand je montais dans mon bus, je voyais déjà au loin le vide de leurs yeux. Quand on y pense, il y a de quoi se flinguer. C'est ce qu'avait dit Raymond un jour. Ça m'avait surpris de la part de Raymond. Parce que Raymond n'était pas du genre à se flinguer. Non, quand il entrait dans la salle des professeurs, cette salle où s'agglutinent en résumé toutes les misères de l'humanité, c'était le bonheur et la joie de vivre qui débarquaient.
Souvent en riant, il disait, vous imaginez si on mettait une arme dans les mains des professeurs. Et il riait en disant ça, il riait, je l'enviais de rire ainsi, comme j'enviais Martine, ma femme, qui riait, elle riait. Et j'étais heureux pour elle. Oui, j'étais heureux pour Martine. Martine comment? Martine, petite choriste anonyme, dont personne ne connaîtrait jamais le nom. Mais cependant, saluait chaque soir pour la portion de poésie qu'elle apportait à une œuvre en la chantant avec d'autres. Et je la retrouvais certains soirs à la sortie du théâtre, toute vibrante encore, de cette joie partagée, d'avoir pu vivre, exister pour un public qui l'écoutait et l'applaudissait. Moi, personne ne m'applaudissait. Et pourtant, j'avais un public. Et pas n'importe quel public, un vrai public populaire, le rêve de tout homme de théâtre. Je vous décris ma dernière terminale. D'abord, il y a Noah, 1m80, 18 ans et des poussières, une demi-douzaine de boucles d'oreilles et des petites chaînettes au poignet. Arthur, casquette de baseball vissée sur la tête ou casque de moto. Liam, son petit plaisir à Liam, avant que je rentre en cours, c'est de lancer un poignard sur la porte d'entrée. Il s'est fait aider par Fleur, qui le lui rapporte entre chaque lancer. Le truc pour le prof, c'est de pousser la porte pendant le retour du poignard. Et puis il y a Célia. Célia, décolleté très très plongeant, ou veste de cuir, les cheveux souvent une moitié blonde, une moitié brune, quand c'est pas rose et violet. Son attitude préférée à Célia, c'est d'ôter ses chaussures, de poser délicatement son petit pied sur le rebord du pupitre et de se vernir les ongles. Un jour, je le lui fais remarquer. Quoi, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas ce que je fais? Quoi, c'est la couleur qui... Ah non, ça vous plaît pas, d'accord. Donc, vous savez quoi? Si ça vous plaît pas, demain, je retire ma culotte et je me rase la chatte. Les élèves autour, tous autour. Monsieur, la chatte, elle a dit la chatte, monsieur. Monsieur, elle a dit la chatte. Du Verdi. Non, un véritable cœur de Verdi. Avec la légèreté de Wagner. Le lendemain, j'arrive, elle m'attend, le sourire farci de chewing-gum. Alors, monsieur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai prévu. Et je lui dis, vas-y. Et je lui tends un tube de mousse à raser. Elle dévisage ses copains d'un large regard semi-circulaire et murmure entre ses dents. Non, mais quel con ce type! Elle s'assied et ne bouge plus. D'un poil, si j'ose dire. Alors voilà comment il vivait, mon public. Voilà comment il réagissait. Mais si seulement il avait pu applaudir. Mais il applaudissait jamais. Alors il a fallu que ça craque. Et j'ai craqué ce 17 février. Ce matin-là, je suis parti. J'ai embrassé Martine et Marie très fort, très très fort. Je savais que j'allais les retrouver, eux, comme tous les matins. Noah, Liam et tous les autres. Mais je n'avais plus de barre dans la poitrine. J'avais cette petite phrase qui chantait « Les élèves sont comme des animaux. Je n'avais plus besoin de stimulants pour les affronter. Je devais juste entrer, déposer mon cartable, en sortir le petit classique Larousse illustré, analyser la scène 2 de l'acteur et du misanthrope. Mais je ne l'ai pas fait. » Ce jour-là, Molière est mort une seconde fois. Ce matin-là, j'ai bien ouvert mon cartable. Mais, à la place du petit classique Larousse, j'ai sorti mon pistolet mitrailleur. Et j'ai tiré dans le tas, froidement. Oh non, j'ai buté ma terminale.
J'avais bien dit que je parviendrais à vous faire rire. Par contre, au ministère, ils ont pas rien. Pourtant, ça leur faisait du travail en moins. Bah, des diplômes en moins, des chômeurs en moins. Combien ils étaient, j'en sais rien. Mais plus de la moitié de la classe. C'était pas un mauvais carton pour un type qui n'était ni entraîné ni professionnel. Bon, moi, je m'étais jamais servi d'une arme auparavant, mais combien ils étaient, j'en sais rien. C'est ce que j'ai dit aux surveillants accourus à cause du bruit inhabituel, parce que pour un chèque plus personne ne se déplace. Quoi? Est-ce qu'ils étaient tous là? Mais j'en sais rien, moi. J'ai pas pris les présents, voilà. J'ai pas fait l'appel, non, j'ai pas fait l'appel, ouais. Alors, je me suis retrouvé dans le bloc M. Le bloc des grands criminels. Tout de suite, ça m'a déplu. Parce que ça m'a fait penser au lycée. Là-bas aussi, il y avait des blocs de bâtiments. Avec des spécialités. A pour la science, B pour la technique. Moi, c'était D, 3e étage. C'est d'abord à Marie que j'ai pensé en pleurant. Je me suis demandé comment ma petite fille allait prendre la chose. Alors j'ai pensé à ma femme. Martine, ce soir-là, à l'opéra, devait chanter dans la Traviata. Alors j'ai cessé de pleurer. Et je me suis dit que ça y est. Moi aussi, j'étais en vacances, définitives. Que j'en avais fini avec cette vie de livre jauni sur une étagère. Que maintenant, j'allais pouvoir vivre. Que j'étais libre. Quelques jours plus tard, Martine vient me voir au grand parloir de la prison. Comme dans tous les films, il y a une vitre entre nous deux et un gardien de chaque côté. Elle me regarde avec ses yeux de chien battu. Je me demande lequel de nous deux va parler en premier et si je vais trouver quelque chose à dire. Moi, en classe, j'avais toujours quelque chose à dire. Un commentaire préparé, une analyse, mais là, devant elle, pour la première fois depuis longtemps, je me retrouvais seul, démuni, sans aucun livre pour m'aider, ou personnage à composer. Alors j'ai pensé à... Tu vas bien? J'ai pas osé. Comment aurait-elle pu aller bien? Marie va bien? Ça aussi, j'ai pas osé. Je crois qu'elle aurait été triste que je m'inquiète pour Marie avant de m'intéresser à elle. Alors j'ai pensé à tous ces films, dialogués par Audiard, Verneuil, Belmondo, Gabin, Delon. Et je me suis dit, dans une situation pareille, quel dialogue aurait-il inventé? Et la phrase est venue toute seule. Alors? T'as trouvé facilement à te garer? Ça devait pas être ce qu'elle attendait, parce que ses yeux se sont fait plus tristes. J'ai cru qu'elle ne répondrait jamais, là, qu'elle avait pas de dialoguiste. Allez! Voilà. Finalement, elle m'a dit... Je suis déjà venu hier. Ah bon? Moi, j'étais là, pourtant. Oui, je sais, mais ils m'ont pas laissé te voir, j'ai pas compris la raison. C'est à ce moment-là qu'elle a déboutonné son manteau. Et que je me suis dit qu'une chose allait me manquer par-dessus tout. C'est ça. Martine, elle a des seins superbes. Il respire la rainette étoilée. Et là, en les regardant, je me disais que pendant des années, elle est beaucoup plus jeune que moi. Je vais devoir me contenter de leurs souvenirs. On s'est dit beaucoup de choses ce jour-là. À cette minute-là. Rien qu'en se regardant. Et puis finalement, elle m'a demandé pourquoi. Et c'est curieux, parce que jusque-là,
Personne n'avait soulevé la question. Elle ne semblait même pas se poser. Et puis un jour, tout le monde a commencé à me demander « Pourquoi, monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Et en même temps qu'on me posait la question, je m'apercevais qu'il n'y avait pas de réponse. Et qu'on n'aurait pas dû me demander « Pourquoi? Mais comment? Oui. Comment avez-vous pu, cher monsieur, vivre aussi longtemps dans la peau d'un prof? Prof. Définition. Bien vite. Entre 50 et 80 kilos de chair humaine, selon le sexe. Viande de seconde qualité. Parfois beaucoup d'os quand le métier a rongé la chair. Et très peu d'esprit. Je vous choque? Ah, pardon. Peut-être qu'il y a des profs... Non, pardon. Ah, pardon. Peut-être qu'il y a des enseignants dans la salle. Non? Ou alors peut-être des futurs profs. Des mamans de profs, des épouses de... Non, pas épouses, non, pas épouses, non. Époux. Oui, des époux. Oui, parce qu'aujourd'hui, le prof, c'est plutôt une femme. Plus décorative. Plus facile à croquer. Je vous choque? Eh ben, tant mieux. Osez le regarder, le prof. Il se lève, prend son café, mange un morceau de pain, si l'estomac n'est pas trop noué. Il part, prend la voiture, métro, le bus, arrive, dos courbé, joues pendantes. Pousse la porte du zoo. Dévisage les animaux d'un large regard semi-circulaire. Ferme les yeux pour oublier. Ouvre la fenêtre pour l'odeur. Efface le tableau pour gagner du temps. Prends un morceau de craie, un tout petit morceau. Les animés adorent fractionner les craies en petits morceaux pour pouvoir les lancer. Écrit sur le tableau, se bloque un doigt sur l'ardoise, se casse un ongle sur le tableau. Le tout petit tableau. Vous avez déjà comparé un tableau de prof avec un tableau d'ingénieur de la NASA? Tout est plus petit dans la vie d'un prof. Petit cahier, petit calcul, petit livre, petit salaire, petite vie, petite carrière, petit, tout est petit dans la vie d'un prof. Tout est petit dans la vie d'un prof. Je vais vous raconter mon premier jour de prof dans ma première école. Ma carrière. Acte 1, scène 1. Ma première journée dans ma première école. Bonjour, je suis le nouveau prof de littérature. Bonjour. Un type approche. La cinquantaine. L'air sympa. Salut. Moi, c'est René. Ouais, littérature, comme toi. Ouais, moi, j'ai les premières. Toi, t'as les terminales. C'est mes élèves que tu reçois. Super. À midi, on mange ensemble à la cantine. Je lui pose avec passion tout un tas de questions sur l'orthographe, la grammaire, la littérature, la dissertation, Victor Hugo, Voltaire. Et là, il me répond, mange, sinon ça va refroidir. Non, ici, la bouffe, quand c'est chaud, ça va, mais alors dès que c'est froid, tu te rends compte que c'est de la merde. Vas-y, mange. Quoi? Voltaire et Victor Hugo? Ah, non, attends. Mon truc, à moi, c'est la pêche. Alors, si tu veux me faire plaisir, tu me parles de truites, de saumon, de cuillère, de moulinet, mais tu me parles pas de Voltaire ou de Victor Hugo. Victor Hugo, ils en ont rien à branler, je le cite. Hein. Et Voltaire, ça les emmerde. Quoi? Pour la dissertation? Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est si elle doit tenir en 3 ou 4 pages. Non, moi j'ai la réputation d'être un bon prof, je fais des cours en polycopié, en caractère gras, ce qu'ils doivent retenir. Pour les examens, toujours les mêmes questions. Si le niveau est vraiment très faible, alors examen, mais avec le cahier ouvert sur le pupitre.
Note minimale, 7 sur 10, comme ça je te les refile, tu te démerdes, la sortie, c'est pour toi. Tel fut mon baptême de nouveau professeur de littérature. Mais j'ai quand même posé la question. Ouais, on est, s'ils comprennent pas le texte. Comment ça s'ils comprennent pas le texte. Attends, mon petit vieux. Oui, tu verras, dans l'éducation, tu es tout de suite petit et tout de suite vieux. Mon petit vieux, qui te demande qu'ils comprennent le texte? Tu crois que l'école est là pour leur enseigner à comprendre? Mais non! Non, l'école est uniquement là pour les garder le plus longtemps possible. Pour qu'ils ne se retrouvent pas sur le marché, où il n'y a plus de boulot. L'école, aujourd'hui, c'est du babysitting à grande échelle. Ton rôle à toi, c'est babysitter, gardien d'enfants. Voilà ce qu'il m'a dit, René. J'ai quand même insisté. Allez, René, attends, mais je sais pas, la littérature, ça te manque pas? Ah non. Ah non, je lis. Ouais, je lis. Je lis. Des magazines de pêche. Fin de la scène 1. Noir. Scène 2. Quelques années plus tard, je suis convoqué chez le proviseur, un beau bureau, bien rangé, avec des dossiers. Il me fait asseoir et il me dit je m'inquiète pour vous. Ouais, je m'inquiète pour vous. Je ne réponds rien car je ne sais pas à quoi répondre. J'ai été convoqué chez le proviseur parce que je viens de foutre à la porte un élève qui, à ma question sur les 3 principales déesses d'Égypte, a répondu en rigolant Osiris, Isis et Clitoris. Mais je m'inquiète pour vous. Vous êtes encore jeune, intelligent. Je suis persuadé que vous remplissez déjà toutes les conditions d'accès à la pérennité de l'emploi. Cependant, oui, la pérennité de l'emploi. La pérennité de l'emploi, comment dire, l'enseignement est un des rares métiers qui nourrissent leurs titulaires jusqu'à leur retraite, indépendamment de leurs compétences professionnelles. Toutefois, vous comprenez pas dans l'administration, vous passez des grades, vous passez des examens. Voilà. Dans l'entreprise privée, vous décrochez des promotions. Voilà. Eh bien, dans l'enseignement, il n'y a ni grade à conquérir, ni promotion à décrocher. Vous serez à votre mort ce que vous êtes aujourd'hui. Toutefois, il vous faut respecter la loi du troupeau. Ne gâchez pas votre belle jeunesse et la jeunesse de vos élèves à trop vouloir penser. J'ai entendu dire, mais je n'ose y croire, que vous emmenez vos élèves au théâtre. Ah oui, c'est vrai. Mais en dehors des heures scolaires. Ah oui. Bon, écoutez, nous mettrons cet égarement sur le compte d'un zèle intempestif. Non. Un professeur doit vivre avec les élèves de son temps et l'humour de son temps. Le monde change, il y a des voies plus concrètes, plus contemporaines à explorer. Quoi? Oui, le misanthrope. Le misanthrope, oui, c'est pas mal, mais est-ce que vous avez déjà essayé la bande dessinée? Ouais, c'est bien ça, la publicité. Les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, voilà. Alors ça, TikTok, alors ça, c'est leur truc à eux, ça, TikTok, voilà. Faites avec ça, voilà. Bon, écoutez, mon bon ami. Un professeur est un instrument, pas un penseur. Vous penserez plus tard, vous aurez toute votre vie pour penser. Maintenant, il vous faut enseigner. Voilà. Merci. Ah, encore une chose. Vous verrez. C'est le plus beau métier du monde. Vous ferez une belle carrière. Allez. Oui, c'est ça, allez-y. J'ai fermé les yeux, comme pour réfléchir intensément. Et j'ai murmuré. Oui, monsieur le proviseur. Maintenant, il nous faut enseigner. Je suis sorti. J'ai cru que j'allais vomir. Alors quand Marie m'a demandé pourquoi,
Toute cette misère m'est revenue en tête. Et elle a insisté. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? J'allais lui répondre au moment où le gardien mettait fin à l'entretien. Et Marie? Tu l'amèneras? Elle a baissé ses yeux. Je crois qu'ils étaient mouillés. Je crois qu'ils étaient mouillés. Je crois qu'ils étaient mouillés. Qu'est-ce que il? Qu'est-ce que il? Il représente quoi? Oui, les yeux, bien sûr, oui, mais grammaticalement. Un jour, Clara se lève en classe, elle me fixe droit dans les yeux, elle me dit « Vous, quand vous avez les yeux qui pleurent, vous pensez à la grammaire ?» Elle éclate en sanglots. À la fin du cours, elle vient me voir. « Non mais monsieur, c'est la faute à Ludovic, c'est la faute... » Non, non, c'est pas la faute à Ludovic. Non, non, c'est pas la faute à Ludovic. Non, c'est la faute de Ludovic. Oh, oui, monsieur, ouais, si vous voulez, c'est la faute de Ludovic, d'accord, mais ça fait 3 mois là qu'on est ensemble, et tout à coup, comme ça, la chatte, il me balance sans rien dire. Alors moi, j'y arrive pas, vous voyez, monsieur, vous me trouvez comment? Bah, je trouve, en tout cas, t'es bien, t'étais une bonne élève pour la classe, quoi. Mais ça, je m'en fous, monsieur, ça, moi, l'intelligence et tout ça, j'en ai rien à faire, je veux dire, physiquement... Vous me trouvez comment? Et voilà sur quoi débouche une année de terminale. Je suis leur confident, leur confesseur. Peu importe la grammaire ou la littérature. Pourvu qu'on les cajole, qu'on les rassure, qu'on leur dise qu'ils sont beaux. Mais moi, j'aurais tellement aimé les aider à découvrir Baudelaire, l'Iliade, Shakespeare, Molière, ou juste lire Le Monde diplomatique. Mais c'était vrai qu'elle était belle, Clara. Je comprends pas pourquoi il a largué ce con de Ludovic. Puis une fille bien en plus pour la classe, intelligente. Et avec des seins. On aurait dit Son Martin. Mais bon, Clara aujourd'hui elle est morte. Ah ben elle fait partie des flingués. Bah oui, comme Liam, Arthur, Guillaume. Oh Guillaume, un lundi matin, j'ai à peine le temps d'entrer. Bon, torse affalé, yeux vides, regard mort. Monsieur, ouais, si, monsieur, c'est Guillaume, là. Combien ça gagne un prof? Non, j'envisage pas la profession, monsieur, non. Mais c'est par rapport à ma sœur, Lou. Bah, vous savez, Lou, vous l'avez eu en classe. Ouais, vous l'avez eu. Justement, là, elle finit sa chimie. Alors, elle se demande, plutôt l'industrie ou plutôt l'enseignement? Alors, moi, je lui ai dit l'industrie, hein. Parce que c'est vrai, quand on vous voit, vous, les profs... Il s'arrête. Une lueur de lucidité. Peut-être qu'il est allé trop loin. Alors je lui tends une perche. C'est vrai, hein, c'est vrai que quand on nous voit, nous les profs... Bah ouais monsieur, c'est vrai que... vous là, qu'est-ce que vous avez comme bagnole? Puis vous allez où pour les vacances, monsieur? J'ai dit à ma sœur, toi t'es une fille intelligente. Tu vas pas faire ce métier de minable. Je fais quelques pas vers la fenêtre pour me mettre dans la lumière. Comme au théâtre. Tous les animaux me dévisagent d'un large regard semi-circulaire. Je les regarde, un par un. Ça va être l'affrontement. Et je leur dis, vous pensez tous que prof est un métier de minable? La réponse de Guillaume claque comme un coup de fusil. Un métier de con! J'ai dit à ma sœur, ouais, toi, t'es une fille intelligente, faut être con pour faire ce métier. Toi, tu vas pas faire ce métier-là, faut vraiment être con, quoi. Bon, maintenant, il est temps que Guillaume s'arrête, là. Il me pique la vedette. C'est lui que toute la classe regarde. Il me pique mon public. Comme je ne réponds pas, il continue.
En plus, monsieur, je pense pas que vous êtes con. Non, je pense même que vous êtes très intelligent. Peut-être même trop intelligent pour être prof. C'est vrai, quoi. C'est pas une vie, ça. Tous les jours, la même chose. Du matin au soir. Essayez de nous faire aimer la littérature. Eh, monsieur, vous savez quoi? Je vous admire. Non mais je comprends rien à ce que vous racontez là sur vos histoires de romans, pièces de théâtre. De toute façon, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre, je les lis pas. Ça me fait chier. Mais je vous admire. Passer toute une année avec des mecs comme nous. Pourquoi vous n'allez pas vendre votre salade à des types que ça intéresse vraiment? Là, j'ai envie de lui mettre mon poing dans la gueule et en même temps de l'embrasser. Parce que ce qu'il vient de dire là est hélas parfait. Là, devant toute la classe, Guillaume vient de prouver qu'il est capable de cette intelligence que l'on appelle l'instinct. Et comme je ne réponds pas, il continue. Ah, puis alors l'enseignement, c'est vraiment un bordel, monsieur. Puis les profs, c'est tous des putes. Ben ouais, on vous amène des clients que vous n'avez pas le droit de choisir, et on vous paie pour faire semblant de jouir. Elle est bonne celle-là, monsieur. Elle est bonne. Je vais balancer ma main à travers le visage devant toute la classe. Ils se sont tous levés comme un seul homme. Ils ont bondi derrière Guillaume, les poings en avant, comme s'ils tenaient des mitraillettes. Guillaume leur a dit, ah c'est bon, ça va. Ça, stop. Il a raison. C'est bon, il a raison. Ils sont allés s'asseoir. Le calme est revenu. Je les ai dévisagés d'un large regard semi-circulaire. Et je leur ai dit, apprenez au moins une chose. Il ne faut jamais dire à une putain que c'est une putain. Et je suis sorti. J'ai pris mon cartable et je suis pas revenu de la journée. Le lendemain, je m'attendais à tout. Un blâme, des proviseurs, un petit discours. Rien. Personne ne s'était rendu compte de mon absence. Pas le plus petit discours qui vous montre que ce que vous vivez est bien réel. Dans la classe, plus de poings levés. Plus de mitraillettes. Les animaux étaient retournés à leur sommeil. Pire que la haine, je découvrais l'indifférence. Et puis l'histoire qui m'a terriblement touché avant que je quitte la profession, c'est l'histoire de Patricia. Patricia, c'était une jeune intérimaire. Premier poste, prof d'histoire. Une jeune femme, très intelligente et très jolie. Un lundi matin, ils sont tous debout quand elle arrive. Elle s'avance vers son bureau, en souriant, un peu surprise. Elle leur dit « Asseyez-vous ». Ils ne répondent pas, la regardent et s'avancent vers elle. Ils avancent. Ils se regroupent en un rempart semi-circulaire, les garçons devant, les filles derrière. Elle leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils ne répondent pas. Avance. Comme la forêt dans Macbeth. Elle crie. L'un d'eux lui enfonce dans la bouche le torchon du tableau. 15 paires de mains la touchent, l'empoignent, l'emprisonnent. Les filles se mettent à rythmer. C'est bon, hein. Le cœur des sorcières. Déjà, elle n'a plus de pull. Les filles scandent. La jupe. Un rapace lui arrache la jupe. Et puis plus haut, la culotte. Des pattes puissantes la clouent sur le bureau. La tête, les poignets, les chevilles. Écarte les jambes. Le premier avance. Et le deuxième. Le troisième. Les filles derrière comptent les secondes. Soudain, la porte s'ouvre. Le prof du local voisin, dérangé par le bruit. Bernard, marié, 3 enfants, professeur de chimie. Il regarde la scène. Et ferme la porte. Alors oui,
Ouais, c'est en pensant à Patricia que je regrette pas mon geste. Patricia est allée voir le proviseur. Ah, mademoiselle, arrêtez de pleurer, voilà, et racontez-moi ça calmement. Il lui a demandé combien de garçons s'étaient succédés, et puis finalement, avez-vous eu du plaisir? Il y a eu un procès, les avocats ont plaidé, on n'est jamais tout à fait victime. Non, les femmes qui se font violer sont toujours plus ou moins coupables, c'est bien connu. Mademoiselle devait être un peu consentante. Bah, sans quoi, elle se serait enfuie tout de suite. Mais bien sûr, mon cher ami, bien sûr, elle se serait enfuie tout de suite. C'est un jeu d'enfant de s'enfuir quand on a en face de soi 15 gamins de 18-20 ans. Eh ben alors dans ce cas-là, elle n'a qu'à pas rentrer en classe. Si elle y est entrée, c'est qu'elle en avait plus ou moins envie. Circonstance aggravante. Patricia était jolie et coquette. On ne se fait pas prof quand on est jolie. Encore moins prof d'histoire. Mais l'histoire n'intéresse déjà pas grand monde à l'ordinaire. Alors si en plus vous êtes jolie... Alors oui, en pensant à Patricia que je suis fier de mon geste. Puis, bloc M, il y a eu mon procès, et puis le verdict, un soir de juillet. Verdict, condamnation, prison à vie. De partout, on avait demandé ma tête. Les ministres, les médias, les parents. Au procès, les témoins s'étaient succédés. Tous se posaient la même question. Pourquoi? Personne ne comprenait. Les collègues, le proviseur, les enfants, les élèves, personne. Parce que moi j'étais un bon prof. Je me battais pas. J'étais pas violent. Je fumais pas. Je me droguais pas. Je buvais pas. Au lieu de m'accuser, il servait presque ma défense. Surtout Michael. Très impressionnant, Michael. Il est arrivé à la barre. Il m'a regardé, moi, au lieu de regarder le président. Et au moment de partir, il m'a dit « Au revoir, monsieur. Monsieur. » Mais bon. Bloc M quand même. Et puis, il y a eu un enregistrement. Ça peut vous changer la vie, un enregistrement. C'est Michael qui l'avait fait, sur son lit d'hôpital. Vous savez, Michael, celui qui, à la barre, m'avait dit « Au revoir, monsieur ». Je l'avais loupé, Michael. La balle lui avait juste traversé l'épaule. Je l'ai écouté des centaines de fois, son enregistrement. Je le connais par cœur. On vous aimait bien, monsieur. Je veux dire, l'homme. Ouais. Ouais, vous étiez chouette. Vous avez essayé de nous apprendre quelque chose, mais c'était pas humain de vivre ce que vous viviez. Vous avez essayé. Moi, je vous en veux pas. Vous avez bien fait. Moi, à votre place, je crois que je l'aurais fait depuis longtemps. Ça a particulièrement impressionné le jury. Mais bon, bloc M quand même. Il y a une justice, quoi, l'enfermement. Qu'il était loin, mon ciel de Grèce, lorsque je buvais du vin de Chypre avec Sophocle. Et M. Gardon était là aussi. Et Molière. Et Shakespeare. Et tous les 5, de temps en temps, on allait pique-niquer devant le théâtre. Le calcaire blanc. Les gradins. Le soleil. Sophocle me disait « Tu entends la joie qui s'élève d'Athènes? Tu les entends? Les cris qui montent d'Épidore? La plainte de Delphes? Tu t'en souviens du sourire d'Œdipe? Tu les respires, les larmes d'Antigone?
Où sont-elles, les larmes d'Antigone? On vous les a léguées à vous, hommes du XXe siècle. Mais qu'en avez-vous fait? Que sont devenus vos théâtres? Où sont vos rires et vos larmes? Je n'ai plus jamais emmené mes petits animaux au théâtre. Le proviseur s'y était irrévocablement opposé. Alors je m'étais résigné à jouer mon rôle de prof dans cette tragédie. Où tout est joué dès le premier jour, dès les premiers jours de septembre, dès la rentrée. Je n'ai plus jamais emmené mes petits animaux au théâtre. Ils n'ont jamais vu Andromaque et Hector s'embrasser sous le soleil. Bloc M. Mais bon, il y a eu l'incroyable, l'ahurissante idée de la justice qui fait que je me retrouve devant vous ce soir. Alors, je n'avais rien demandé, je n'avais introduit aucun recours, déposé aucun dossier. Ça s'est passé un dimanche, vers midi, dans le grand parloir de la prison, juste avant de manger. Alors il y avait le directeur de la prison, mes gardiens, des journalistes, une foule de journalistes avec des micros et des caméras, et puis aussi Martine et Marie qu'on avait gentiment invités pour l'occasion. Nous étions tous là à attendre, un peu tendus, comme pour une distribution de prix. Sont alors arrivés le ministre de la Justice et le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de la Justice, lui, je le connaissais. Oui, parce que son portrait a été accroché dans le grand parloir de la prison. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, je le connaissais pas. Donc depuis que j'étais parti, 5 ou 6 s'étaient déjà succédés. Ils se sont avancés, nous ont serré la main et la cérémonie a commencé. Le ministre de la Justice a proclamé la commutation de la peine en travaux d'intérêt général. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais condamné à dire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à dire mon expérience de professeur pour y faire participer toutes les composantes sociales du pays et faire ainsi œuvre de salut public. J'étais condamné à jouer au théâtre, condamné à monter sur les planches pour jouer ma vie dans la lumière des projecteurs, là où s'étaient aimés Roméo et Juliette, où était mort Othello, Macbeth, Lorenzaccio, le pilori du siècle, la confession de la bête, la purification de la bête par le théâtre. Voilà ce qu'il a dit, le ministre de la Justice. Les ministres devraient se faire auteurs dramatiques. Au moins le public rigolerait et la justice y gagnerait. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, il était très heureux pour moi. J'ai amené tout ce qu'il faut. J'ai amené tout ce qu'il faut. Alors surtout, ne me remerciez pas. Hein. C'est moi qui ai préparé tout ça. Je n'ai fait que mon devoir. Hein. Ne vous en faites pas. De toute façon, vous le savez très bien. L'éducation nationale, c'est une grande famille. Alors, monsieur, devant un public illimité, vous jouerez, bien sûr, hein, dans les plus grandes salles et dans les plus petites aussi, il n'y a pas de raison, hein, cela va de soi. Mais aussi dans les écoles. Oui, dans les écoles. Devant les professeurs, les élèves, les parents, la pédagogie par le théâtre. Voilà le cadeau qu'à travers vous, monsieur, je veux faire à mon pays tout entier. Et je suis fier de compter parmi les membres de mon ministère celui qui sera demain le professeur le plus nécessaire à l'évolution de la société tout entière. Tout le monde a applaudi. Alors moi j'étais un petit peu gêné, alors j'ai objecté à l'oreille du ministre. Mais monsieur le ministre, vous n'y pensez pas. Vous ne pouvez pas transformer en vedette de théâtre un type qui vient de flinguer sa terminale. Que vous vous rendez compte? Tous les soirs, sur scène, un criminel, monsieur le ministre, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous racontez, voyons? Hein, qu'est-ce que vous racontez? Vous avez oublié ou quoi? Othello, Macbeth, Lorenzaccio. Depuis la nuit des temps, le théâtre est peuplé de criminels, voyons, mon ami. Je sais, monsieur le ministre, je sais, mais je suis professeur de littérature, donc je le sais. Mais ces meurtriers-là, vous voyez, ce sont des personnages.
des inventions d'auteur. Moi, je suis un criminel en chair et en os, monsieur le ministre. Chut. Chut. Il a dévisagé l'auditoire d'un large regard semi-circulaire et a proclamé solennellement « Cet homme, mesdames et messieurs, que tout désigne comme tel, n'est pas un criminel. Non, pas du tout. Non. Bon, la justice, souvent un peu prompte à régler des histoires, a conclu à un meurtre. Oui, si on veut. L'opinion publique, quand elle a parlé de folie, de démence passagère, erreur que tout cela. Oui. Bon, monsieur. En ce matin de ce 17 février, vous avez commis, reconnaissez-le, un geste déplacé. Non, si, un geste déplacé. Les experts le disent. Et ils pensent vraiment que ce geste relève aujourd'hui de la santé publique et qu'il porte le nom de maladie professionnelle. Maladie par bonheur encore peu répandue, mais dont chaque professeur peut un jour ou l'autre être touché. Cet homme, mesdames et messieurs, est définitivement guéri. Mais par égard à son statut d'artiste et de fonctionnaire, il est du devoir de l'État de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de ses jours en lui octroyant un hébergement gratuit en maison pénitentiaire. D'où il ne sortira que pour se rendre au théâtre. Tout le monde a applaudi encore une fois, et puis on a ouvert les bouteilles de champagne, on a mangé des sandwichs et des petits fours en toute liberté. Ensuite, ils sont tous partis. Le ministre de la Justice est venu me serrer la main et m'a prié d'excuser monsieur le président de la République, retenu par la charge de sa fonction, mais il viendra vous voir à un de vos premiers spectacles. Il a promis, il adore ça, donc... Le ministre de l'Éducation nationale, lui, il était rayonnant. Vous savez, moi je vous comprends, je comprends très bien. Excusez-moi, Vous avez déjà assisté à un conseil des ministres? Ah bah non, bien sûr, non. Vous n'avez pas idée des torses affalés, des yeux vides, des regards morts, des petits morceaux de papier que l'on se passe subrepticement pendant l'exposé du copain. Moi aussi, Moi aussi, il y a des moments où, pendant le conseil des ministres, j'ai des envies de... On parlait, c'est juste... D'accord. Allez, Puis, vous verrez, c'est le plus beau métier du monde. Vous ferez une belle carrière. Le lendemain, un agent est arrivé. Un agent artistique désigné par le ministère. Il m'a donné des cours de diction, d'articulation, de gestuelle. J'ai adoré. Et puis, il m'a demandé de raconter mon histoire. J'ai dit que je pouvais l'écrire, moi. Bah oui. Allez, écoutez, moi je peux l'écrire. Je suis professeur de littérature. Non, surtout pas. Non. Le théâtre, c'est pas de la littérature. Comment ça, le théâtre, c'est le ciel descendu sur la terre. Ce sont les dieux qui nous abreuvent de leur vin. Ah ouais. Ah non, c'est très bien. Ah non, très joli ce que vous venez de dire. Non, très bien. Mais impossible à placer dans la pièce. Ah bah non. Vous devez faire rire. Ah oui. J'ai quand même écrit mon histoire. Et je vais montrer. Ah mais très bien. Ah parfait. Ah oui, parfait. Très bien, parfait. Il a gardé quelques passages. Il a changé tout le reste. Ben voilà, ça c'est plus drôle ça. Plus percutant. Plus comique. Mais regardez, c'est plus comique. De toute manière, mais l'important c'est pas la pièce. C'est la pub. Mais oui, ce qui fait courir le public aujourd'hui, c'est le sensationnel. Mais les gens, ils ne viendront pas pour le théâtre, mais non, ils viendront pour voir le tueur d'enfants, la bête immonde, le monstre. Il y a eu répétition. Et la générale, à 19h, le fourgon cellulaire est venu me chercher à la prison. Des menottes, 2 gardiens avec moi dans le panier à salade, une escorte de 4 motards. Je suis le comédien le plus escorté du monde. Au soir de la générale, avant de monter sur scène, j'ai pensé à Martine, ma femme. Et je me suis dit que ça y est, j'allais être
comme elle, même mieux qu'elle, seul. Seul, sur une vraie scène, dans la lumière des projecteurs, avec un vrai public. J'allais être enfin écouté, applaudi, aimé, soir après soir. Et voilà des années que c'est ma vie maintenant, que je joue. Que je joue mon unique rôle, mon unique personnage, que je jouerai jusqu'à ma mort. Mon personnage de prof, pathétique et grand. Tous les soirs, je monte sur scène et je dis « Autrefois, vous vous seriez levé. » Je fais rire. C'est le plus beau métier du monde, non? Monsieur Gardon aussi me faisait rire. Oui, mon vieux professeur de latin et grec. Il nous faisait rire. Toute la classe. Oui, c'était un très bon comédien. Et à la fin de son spectacle, à la fin de son cours, nous connaissions tous notre Rosa Rosae mieux que notre alphabet français. Parce qu'il nous faisait... Parce que Monsieur Gardon, il nous donnait son âme. Il nous aimait. Mais vous savez, moi aussi je les aimais, mes petits animaux. Dans chaque classe, chaque année, je les aimais. Parce que eux aussi, ils jouaient leur rôle dans la tragédie des profs. Cœur d'enfant errant. Puis il y a une chose qui me manque. Je n'ai jamais pu revoir ma fille, Marie. Je ne sais même pas si elle est venue me voir. Une fois. Une seule fois, j'ai eu de ses nouvelles. Elle m'avait envoyé une coupure de journal. Elle était alors en terminale. Il y a une photo d'elle en première page. Et au-dessus de la photo, un titre. Les jeunes et leur avenir. C'est une photo de manif. Marie est au premier rang. Elle porte une pancarte à bout de bras sur laquelle est écrit en lettres capitales « Donnez-nous des profs ». Alors avant de monter sur scène, j'ai voulu l'appeler. Je voulais comprendre. Papa, il nous faut des profs. Des vrais. Pas des assassins qui tuent la jeunesse à coups de résignation. Mais de quoi vous avez peur, vous, les profs? Et on veut des hommes et des femmes qui ont du sang dans leurs veines. De quoi vous avez peur? Oh, attends, Marie, je suis plus prof, moi. D'accord, je suis comédien. Tu rigoles ou quoi? Prof un jour, prof toujours. Il y a eu un silence. Puis elle a ajouté, avec une voix forte, une voix de femme. C'est décidé, papa. Tu pourras pas me faire changer d'avis. Qu'est-ce qui est décidé, Marie? La littérature. Je veux étudier la littérature. Pourquoi faire? Professeur. Prof. Toi, professeur? Non, pas professeur. Prof. Je veux être prof. J'aime bien ce mot. Prof. Ça claque comme un drapeau quand il y a du vent. Je veux être prof. Elle a ajouté. Pour réparer. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? J'ai repensé à mon père qui me disait « Enseigner, petit, c'est le plus beau métier du monde. » Et j'ai ajouté « Marie, qu'est-ce que t'attends des profs? » Tout. Elle a répondu « Tout. »
cru deviner qu'elle souriait. Que ma fille souriait, vous savez, comme quand on regarde la mer. Elle a ajouté: Papa, les profs, et si c'était les dieux descendus sur la terre pour nous abreuver de leur vin? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? J'ai repensé à ma dernière terminale. Liam, Lou, Clara et tous les autres. Et j'ai eu un peu honte. Mon escorte est avancée. Le spectacle est terminé. Je vais pouvoir rentrer chez moi et vous, chez vous. Comme chaque soir, ma voiture personnelle est avancée. Et je ne saurais jamais si vous êtes venu au théâtre pour voir le monstre ou parce qu'il n'y avait rien à la télé. Encore une chose, avant de partir, je vais vous demander. Vous n'avez pas cru à tout ce que je viens de vous raconter? Vous n'avez pas cru à toute cette histoire de prof qui aurait flingué sa terminale? Mais ça, comme vous savez où vous êtes, quand on se connaît, quand je dis, vous savez, on est au théâtre là. Othello, Macbeth, Lorenzaccio, Agamemnon, le prof, moi, vous. Il ne faut pas croire à tout ça, ce n'est que du théâtre. Même si le théâtre est dans la vie, même si le théâtre est dans la rue, et même si la monstruosité des hommes dépasse de loin l'horreur de la fiction. Mais bon, le théâtre, ce n'est que du théâtre, dit-on.